Les amis, bonjour. On est encore de retour pour vous parler un tout petit peu de la nouvelle saison qui est en train de nous préparer Manchester. J'aimerais qu'on essaie de voir un tout petit peu le projet que prépare Manchester, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe du côté des Reds. Est-ce que vraiment cette saison, il y aura un changement et sportif, un changement et directionnel, c'est-à-dire au niveau de la direction. Est-ce que l'objectif, c'est gagner la Ligue des Champions? L'objectif, est-ce que c'est de finir premier du championnat? C'est quoi aujourd'hui concrètement les différentes ambitions du coach? Quelle est la ligne directrice du coach aujourd'hui, Tenac, à la tête de Manu? Mon cher Jules, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir à tous nos amis Internet. Bonsoir. On est là aujourd'hui pour parler de la situation de Manchester United. Ravi d'être là, de retour parmi vous aussi. N'oubliez pas d'abonner, de partager et de like. D'accord. Alors, sans tarder, j'aimerais vraiment qu'on parle un peu vraiment. C'est quoi aujourd'hui le projet de Manu pour cette saison? C'est-à-dire, c'est quoi la ligne directrice? Est-ce que l'objectif, c'est Ligue des Champions, c'est-à-dire gagner la Ligue des Champions? L'objectif, c'est finir top 4 ou gagner la Première Ligue? C'est quoi? Qu'est-ce que vise aujourd'hui Manu pour la nouvelle saison? C'est quoi le coach? Le coach, vu le mercato qu'ils ont fait, c'est un mercato pour viser quoi concrètement selon toi? Mais bon, on est toujours dans la logique de la continuité par rapport à la saison dernière. Parce que voilà, ça fait presque 10 ans que celui n'a pas gagné de Premier League. Et ça fait un bon bout de temps aussi qu'on n'a pas gagné de trophée. L'année dernière, on a eu à soulever, enfin, c'est déjà bien. Et cette année aussi, ça sera juste de la continuité pour le coach. Maintenant, pour les objectifs finis, je pense que ça reste les groupes mineures et voilà, aller le plus loin possible dans la Ligue des Champions, aller le plus loin possible de ce champ-là. Et pourquoi pas aussi voilà, faire les doubles faits en première ligue. Pourquoi pas essayer de terminer deuxième, bien même de faire le top. C'est bien possible. Mais on est toujours dans la logique de la finalité par rapport à la. Maintenant, pour les recrues, on a eu à recruter là actuellement deux joueurs. Il s'agit de André Onana et de Masson. Deux joueurs voilà, dont on avait besoin là, c'est parce que là, surtout lors du final de la Coupe, on avait besoin d'un milieu de terrain. C'était flagrant parce qu'on avait beaucoup de blessés. Là, actuellement, on a Masson apporté son expérience, même s'il a, mais il a de l'expérience parce qu'il a quasiment tout gagné. Là aussi, on a aussi un confianté pour suppléer derrière, la légende derrière qui a 13 ans. Voilà, on aura le temps de. D'accord. Moi, déjà, j'aimerais te poser une question, c'est-à-dire, j'aimerais savoir, aujourd'hui, il y a un recrutement qui est fait déjà, c'est-à-dire Mount, Onana, mais moi, je me dis aujourd'hui, il y a un problème phare normalement, parce que quand tu regardes tous les top clubs, ils ont aujourd'hui un grand attaque, un numéro 9 décisif. Aujourd'hui, je vois Manu se positionner sur Osland ou bien il y a Vlahovic qui est sur le marché, mais je ne vois rien pour le moment. Oui, Rasmus, effectivement, de l'Atalanta Bergame. Mais moi, aujourd'hui, ma question c'est quel attaquant tu penses aujourd'hui qu'il peut coller vraiment avec ce projet que dessine Ten Hag? Pour le choix des attaquants, Manu est sur le marché de pour l'instant. Ils observent peut-être le marché, mais aussi ils ne peuvent pas faire voilà, certaines erreurs qu'on a eu à faire dans le passé, c'est-à-dire recruter un joueur et qui, après, au bout d'un an ou bien au bout de 6 mois, s'avère être un flop. Donc là, on se base sur les critères du coach Ten Hag. Et là, tout le monde sait que Ten Hag, il a un choix préférentiel sur Rashmund de l'Atlanta Bergame, le Danois. Pourquoi? Je ne sais pas, mais peut-être que voilà, il se voit en lui sur ses projets de jeu ou bien sur sa philosophie de jeu, il voit Rashmund en neuf. Mais voilà, comme tous les Mancuniens, on aurait préféré Harry Kane ou bien un autre attaquant plus confirmé, plus redoutable devant lui. Mais bon, chaque entraîneur a une philosophie. Maintenant, le mercato ne peut pas se terminer ça comme Manchester United recrute un numéro 9. Martial, on ne peut pas compter sur lui. Il est tout le temps blessé. On ne peut pas compter sur lui. Mhm. Donc là, actuellement, on n'a qu'un seul 9, c'est Rashford. Mais ce qui est sûr et certain, et même Tenak l'a dit hier lors du victoire de Manchester contre Arsenal, il nous faut un numéro 9. Bruno Fernandes aussi l'a souligné. Il nous faut un numéro 9 qui peut terminer des actions. Parce que hier aussi, on a vu Sancho, il s'est bien débrouillé, il a marqué splendide en tant que numéro 9.
mais on ne peut pas compter sur. Il nous faut véritablement un numéro 9 pour jouer sur les tableaux. L'année dernière, on a vu Manchester a presque jusqu'au mois de janvier, Manchester était sur les tableaux, que ce soit en Première Ligue, ou bien en Europa League, ils étaient sur toutes les tableaux. Donc, c'est une équipe à devenir. Ils peuvent le faire, ils peuvent gagner des titres. Mais à quel prix? C'est acheter un numéro 9 qui peut marquer des buts. Maintenant, c'est au coach de faire son choix. Il a jeté son dévolu sur Rashford. Espérons que Rashford ne soit pas piqué par le Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, moi, je vois, il y a Rashford Rashford la saison dernière qui, de temps en temps, je voyais qu'il jouait en tant que numéro 9, mais c'était plus un numéro 9 à la Harry Kane, c'est-à-dire qu'il descendait beaucoup pour essayer en tant que piston, qui jouait un rôle piston avec Sancho et Anthony souvent. Mais aujourd'hui, moi, je me dis, le marché des numéros 9 est un marché très complet aujourd'hui. J'aurais aimé voir, moi, un Julian Alvarez de City vraiment venir, mais bizarrement, il a prolongé son contrat avec et là, il ne peut pas être délogé. Même j'aurais même aimé voir aujourd'hui, pourquoi pas ne pas tenter. Bon, Vlahovic, actuellement, il y a le Bayern qui s'est positionné sur le dossier. Et Harry Kane, il peut pas. Je ne suis pas sûr que Harry Kane peut faire Tottenham et Manu. Bon, je ne sais pas s'il y a la rivalité comme Arsenal-Chelsea. Je ne sais pas trop s'il y a cette rivalité-là entre Manu et Tottenham. Je ne sais pas vraiment. Mais est-ce que c'est... Aujourd'hui, moi, je sens le marché, mais je ne vois pas concrètement un œuf qui peut coller vraiment. Ou soit, il y a le jeune Kudus. Kudus, il est capable d'évoluer sur tous les côtés. Moi, Kudus, c'est un jeune aujourd'hui. J'ai vu Chelsea se positionner sur le jeune. Je me dis, ce jeune-là, il est capable d'évoluer en tant que numéro 9, en tant qu'ailier. C'est un joueur qui sait tout faire. Et je pense que c'est un joueur que Ten Hag connaît très bien aussi, je pense, et qui est capable, au fait, de donner satisfaction. Et ça, il est même à moindre coût. Je vois Chelsea qui se positionne et c'est un joueur qui va coûter moins de 40 millions d'euros ou même moins de 50 millions d'euros. Je pense que c'est faisable. Toi, tu penses quoi aujourd'hui? Si toi, tu veux sonder le marché, quel attaquant tu penses que peut coller vraiment au système Ten Hag? En fait, là, actuellement, en tant que supporter de Manchester, il y a deux choix qui sont. C'est de faire mon propre sur le nouveau Manchester, ou bien de faire confiance au coach Ten Hag qui, selon sa vision de jeu et sa philosophie de jeu, choisit un attaquant qui peut jouer, voilà, qui peut jouer selon. Parce qu'on l'a vu l'année dernière, il a choisi de recruter Vigors lors du mercato d'hiver à la place de Vincent Aboubakar. Et pourtant, moi, si tu me mettais les deux, je choisis Vincent Aboubakar. Mais lui, il a choisi Vigors. Pourquoi? Je ne sais pas. Son choix était gagnant. Je dirais non, parce que Vigos, il a marqué 3 buts, je ne sais pas. Pendant ce temps-là, Vincent Aboubakar a marqué en Turquie pour juste 6 mois. Maintenant, moi, mon choix en tant que support, c'était Harry Kane. Parce que pourquoi? Déjà, c'est un Anglais, il connaît le championnat, il s'est bien adapté il n'aura pas de difficulté d'adaptation, il connaît les défenseurs, et de deux aussi, c'est un pur attaque. Il a plus de 100 et quelques en première ligue, donc ça sera juste une continuité. C'est comme l'année 2013 où on a recruté Van Persie. Il était meilleur buteur à Arsenal. Il avait fait tous ses preuves. On l'a recruté et il est venu gagner la première ligue avec Manchester United parce que l'ensemble était déjà OK qu'il vienne. Maintenant, le coach, voilà, il y a la Kudus qui est intéressant. Il y a Vlahovic, sincèrement, il me dit, voilà, Mais moi, mon problème, c'est le fait que, tu vois, aujourd'hui, Ten Hag, il a besoin des joueurs confirmés. C'est-à-dire pas des joueurs qui vont être des paris. Tu vois, Rasmus, le problème avec Rasmus, c'est que moi, aujourd'hui, c'est sa première saison vraiment de confirmation avec l'Atalanta. Et moi, je me dis aujourd'hui, c'est pas de ça vraiment que normalement Ten Hag a besoin. Il a besoin d'un vrai attaquant, quelqu'un qui ça fait longtemps que tout le monde le voit, tout le monde le sait, et il a déjà confirmé lors de grandes compétitions que vraiment c'est un... Parce que aujourd'hui, quand tu vois le marché des neufs, il y a que Erling Haaland qui a l'âge de la vingtaine et qui est performant dans des grands matchs et qui est performant dans des top clubs. À part ça, les minimums des attaquants qui sont performants ont déjà plus de la 25, 27, 28, presque 30 ans aujourd'hui. Et le numéro 9 aujourd'hui, soit il y a que Rasmus et comment on appelle, Vlahovic. Vlahovic, aujourd'hui, je vois que le Bayern, vraiment, il est devenu vraiment une piste vraiment prioritaire du côté du Bayern. Le Paris Saint-Germain était sur le dossier, mais le Paris Saint-Germain a laissé tomber parce que suite aux quelques examens, avec sa pubalgie qu'il a eu l'année dernière, c'est déjà problématique et tout. Donc, le dossier, et la Juve demande plus de 80 millions. Lukaku, je ne pense pas aujourd'hui que Lukaku actuellement il est en train de chercher aussi un club. Il y a la Juve qui veut vraiment l'acheter aussi, mais je ne pense pas.
Mais je ne pense pas qu'il peut même vraiment coller aussi avec le projet de Ten Hag aussi. C'est pas vraiment le neuf. Mais Martial, mais Vergos, je pense qu'il est parti. Je pense que Il Vergos, il est est parti. reparti. Il est Il est parti. reparti. Greenwood aujourd'hui, moi je pense que Greenwood aujourd'hui, il peut évoluer sur le côté et faire revenir aujourd'hui Rashford en tant que numéro 9. Mais Rashford, c'est pas un 9, mais je pense qu'il peut aussi tenir la saison. En attendant la saison prochaine, peut-être que Harry Kane, la saison prochaine, il peut être disponible sur le marché. Ça peut être quelque chose de possible. Mais autant mettre 60, 70 millions, 80 millions sur un joueur qui vient de faire juste la première saison, je pense que c'est beaucoup d'argent et il peut à tout moment flopper et devenir un joueur tu vois, un joueur de seconde zone. C'est ce que moi je pense aujourd'hui. Mais Harry Kane, ça va être très compliqué parce que Lévy, il est très compliqué en négociation et il n'est pas prêt aussi à le filer en Angleterre aussi, je pense. Je te rejoins, hein, je te rejoins. Ça sera un pari risqué pour Rashford. Parce que l'autre jour, j'ai essayé de voir ses stats. Mais c'est un joueur qui n'a jamais marqué plus de 15 buts dans une saison. C'est ça qui me marque le plus. Je ne sais pas pourquoi, bien dans quel. Mais comme je te l'ai dit, moi, mon choix personnel, c'est Harry Kane. Choix personnel, c'est Harry Kane, ou bien même Calvin-Lewin de Everton, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est un Anglais, il connaît le championnat. Voilà, il y a des joueurs sur qui on peut compter, mais ça sera un risque. Rashford, comme tu l'as dit, il a fait une saison. Mais on n'a pas besoin d'un seul attaquant. On a plutôt besoin de deux ou trois attaquants. Tu as cité tantôt Greenwood, il est sur sanction disciplinaire jusqu'à présent. On ne sait Non, pas mais s'il non, je pense que c'est levé, hein, c'est levé maintenant. oui, oui, non. Sur le club, en fait, pas au niveau de sur le club. Il a toujours Non, non, une il peut sanction. jouer maintenant, non? Non, il peut jouer, mais il a toujours les sanctions disciplinaires au niveau du Ah, club. du club. Ah, d'accord, ok, ok. Mais pour ce qui est de la justice, c'est OK. Mais là, voilà, les propriétaires de Manchester essaient de trouver s'ils vont le prêter ou bien s'ils vont Moi, je l'indemniser. serais très content que vous nous le prêtez, hein. Je serais très content, quoi. Prêtez-le nous. On est prêt à le recevoir. Non, 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 moi personnellement, en tant que supporter de Manchester United, je veux qu'il soit créé dans. Parce que c'est un joueur qui est très talentueux, hein, très talentueux. J'ai beaucoup adhéré le joueur là. C'est un joueur vraiment, oh, non, mais il est excellent. On ne peut pas compter sur Martial, ça c'est sûr, ça c'est une certitude, on ne peut pas compter sur Martial. Donc on aura certainement besoin d'un attaquant. Et comme tu l'as dit, mettre 90 sur qui après un an peut bien être flop, c'est un risque voilà, à ne pas. Bon, alors, on va essayer de conclure cette vidéo avec ce thème parce que moi, j'aimerais vraiment qu'on parle un peu de, genre, il y a la vente de Manu qui est en discussion depuis un certain temps et j'aimerais savoir, est-ce que tu penses pas que ça aura un impact sur la saison? Parce que si à n'importe quel moment, ça peut tomber. Les Qataris, ils ont fait des offres et tout et je pense que cette année, ça peut être conclu. Et il y a des joueurs qui sont beaucoup plus attachés, un petit peu attachés aux propriétaires qui sont là aujourd'hui. Les Bruno Fernandes, comment dire, l'autre là. Les Rashford et ses consorts, ce sont des joueurs qui sont des joueurs du centre de formation. Rashford, c'est un joueur du centre de formation de Manu. C'est un joueur qui a grandi avec Manchester. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a de nouveaux propriétaires, il y a de nouveaux investissements qui se font. Et tu vas voir, il y a beaucoup de joueurs qui vont commencer à venir dans les années qui vont venir. Ce qui veut dire qu'il y aura des changements au niveau des statuts, tu vois, et tout. Mais qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu envisages, toi, aujourd'hui, par rapport à l'achat des Qataris? Tu ne penses pas qu'il y aura un changement politique, déjà, au sein du vestiaire, c'est-à-dire des changements au niveau des statuts et ses consorts, ou bien tu penses que ça sera une bonne chose pour toi que le club soit vendu au Qatari. Vu la gestion qui se passe actuellement au Paris Saint-Germain, c'est pour ça que moi, j'essaie vraiment de te faire part de ça, de la situation. Vu le bordel qui se passe aujourd'hui, moi, j'aimerais que tu me dises aujourd'hui si est-ce que ça serait possible, tu penses que c'est un bon choix? Bon, j'ai un sentiment mitigé entre les deux questions. Mais bon, une chose est sûre, mais il y aura des gens qui disent nouveau propriétaire, dit forcément nouveau projet sportif, nouveau projet financier, nouveau projet marketing, etc. Beaucoup de changements, beaucoup de etc. Mais bon, c'est une bonne chose sur le côté financier parce qu'il y aura de l'argent aussi. L'argent sera là. On pourra dépenser à ceux qui pourront bien venir à ça. Maintenant, les projets aussi, bien les objectifs de la saison peuvent aussi changer parce qu'ils dépensent beaucoup. Attends, plus aussi. Voilà, ça c'est logique. Maintenant, même au niveau du vestiaire aussi, comme tu l'as dit, il y aura. Je pense que voilà, ça tire un peu en longueur. Et puis, c'est un processus qui devrait être terminé. Ça fait 2, 3 mois
Mais jusqu'à présent, les Glazers continuaient à faire le sourd-oreille, comme s'ils comme s'ils ne voulaient même plus vendre. Et au début même, ils voulaient plus de 5 milliards. On les a proposé 5 milliards, 5 milliards 1, 5 milliards 2, 5 milliards 5, jusqu'à 6 milliards. Et jusqu'à présent, ils ne peuvent plus vendre. Donc, c'est un sentiment compliqué. C'est un sentiment compliqué. Ils vivent sur Manchester. Ils n'ont jamais mis leur propre argent dans le club de Manchester. Juste ce qu'ils font, c'est voilà, garder les bénéfices. Mais Manchester a besoin aussi d'être le grand Manchester qu'on a eu à connaître, qui règne dans le monde. Et pour ça aussi, il faut des investissements. Maintenant, s'ils veulent rester, ils restent, il n'y a pas de souci. Mais qu'ils changent au moins de philosophie de voir. On n'est plus dans les années 2000 de se dominer l'Angleterre. Là, actuellement, on parle plus de Big Four. On parle de Big Six parce que toutes les équipes se valent. Si tu ne dépenses pas d'argent, mais tu n'auras pas d'argent. Donc voilà, ça sera Alors, pour bon, le côté sportif, mais aussi il y d'accord. aura de l'application. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. En parenthèse, juste en 2 secondes, 2 secondes, dis-moi, tu penses que Manu, la saison prochaine, objectif, première ligue, objectif Ligue des Champions, c'est quoi pour toi? Vous visez quoi? Moi, mon objectif personnel, Oui. c'est la Carling Cup, la FA Cup, gagner les deux, aller au moins jusqu'au quart de finale des champions. Et pourquoi pas finir deuxième. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Jules. On est arrivé à la fin vraiment de cette vidéo. En tout cas, j'aimerais vraiment avoir ton avis parce que c'était important pour moi. Parce que Manu, c'est un club que je suis que je suis de très près. Et la saison là qui se démarre, vraiment, ça va être très bonne parce qu'en première ligue, je pense que Manchester est un club. Manchester City a encore son équipe bien soudée. Même le départ de Riyad Mahrez, le départ de Gundogan, je pense que ils ont une équipe vraiment très forte qui peut vraiment encore rivaliser. Et sans oublier que Chelsea, eux, j'aimerais qu'on fasse une vidéo la semaine prochaine pour qu'on parle un peu du projet des Blues. Parce que j'en ai fait une vidéo récemment avec mon cher ami Simon. Mais j'aimerais qu'on essaie d'en reparler un peu pour qu'on puisse voir. Parce que aujourd'hui, moi, quand on se projette un peu, je ne sais pas concrètement ce qui peut se passer parce que j'ai l'impression qu'il y a un flou complètement et j'ai l'impression qu'ils achètent juste des joueurs comme ça pour attendre que les joueurs, dans un an après, ils ont des valeurs pour qu'ils puissent les revendre. Je ne comprends rien du tout. Je t'ai dit la fois dernière que Havertz, il a coûté près de 75 millions d'euros à Arsenal. Je ne sais pas si tu l'as vérifié. Ils ont acheté Havertz très cher, Arsenal. Chelsea leur a vendu ça très cher. C'est pour ça, moi, je me dis, ils pensent qu'ils peuvent acheter maintenant les joueurs et attendre que les joueurs, dans 1 an, 2 ans, le joueur prenne de la valeur pour qu'ils puissent les revendre. Ça rejoint juste ce qu'on discutait tout à l'heure du fait qu'un club change de propriétaire. Parce que ce propriétaire-là, il vient pour gagner de l'argent, pas pour investir comme Abramovich le faisait. Abramovich, il a investi tellement d'argent avant de gagner la Ligue des Champions. Ça se voyait qu'il le faisait par amour du football. Mais ce gars-là, c'est un business. Espérons vraiment que les choses se passent bien du côté des Blues. En tout cas, mes chers amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est très important. Comme on vous l'a dit, objectif les 1000 abonnés avant la fin de cette année et partagez la vidéo. C'est très important pour qu'il y a beaucoup de gens puissent connaître la chaîne et c'est très important pour nous. Au revoir les amis.